3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hénouz est avec nous, responsable du Fixed Income chez Amundi Investment Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. À vos côtés, Julien Nebenzal, le président de eToro Patrimoine. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Et Mike O'Sullivan qui est également avec nous ce soir, le chef économiste de Moonfair. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mike. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Moonfair, je le dis d'un mot, qui est une plateforme de private equity. Pour les investisseurs professionnels. Pour les investisseurs professionnels, Mike, je ne sais pas si on parlera de private equity, mais je veux bien qu'on parle un peu de la situation globale des marchés. On est au démarrage d'une 7e semaine de crise dans le Golfe, avec effectivement un cessez-le-feu depuis quelques jours qui semble maintenir un peu plus de calme sur le terrain. Néanmoins, le point d'attention des marchés, des investisseurs et des économistes, c'est bien sûr le sort du détroit d'Ormuz qui reste bloqué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire des impacts à attendre de 7 semaines de blocage du détroit d'Ormuz et le fait que Donald Trump décrète un blocus du détroit, qu'est-ce que ça peut générer comme résultat ? Au niveau d'impact, pour moi, nous sommes où les effets réels de crise sont de plus en plus réels pour nos vies économiques, politiques. En Irlande, par exemple, le pays était bloqué. Pas par des manifestations, nous subissons notre moment gilets jaunes. Donc, je ne donne pas des mauvaises idées aux Français. La vie chère, le sujet de la vie chère exacerbé par le blocage d'Ormuz est déjà en train de créer des mouvements sociaux dans un pays comme l'Irlande. C'est rare qu'en Irlande, c'est un pays où les gens ne se manifestent pas beaucoup. J'entends. La semaine dernière, le pays était bloqué, les aéroports étaient bloqués, toutes les grandes villes étaient bloquées par les fermiers, les routiers, par exemple. Quel est le niveau d'inflation en Irlande aujourd'hui ? J'ai pas le chiffre en tête. Le niveau officiel, c'est 3%, mais selon la plupart des gens, c'est plus exigeant que... La perception de l'inflation est toujours au-delà. Mais 3%, c'est déjà un peu plus que le reste de l'Europe en moyenne. Oui, donc ça commence à se peser sur la vie politique, économique des Européens. Bien sûr. Ouais. Bon, et ça, qu'est-ce que... Je veux dire, si on est dans ce genre de schéma, ça veut dire qu'il faut attendre toujours plus de réponses de la part des politiques, budgétaires notamment. Est-ce qu'il y a des réponses possibles si on est dans les conséquences de ce conflit aujourd'hui pour l'Europe ? En Irlande, il y a des réponses économiques possibles parce que c'est un pays assez riche. Mais en gros, en Europe, on est dans un monde endetté. Mm-hmm. Donc, je pense que nous sommes sur la limite de l'espace fiscal ou économique. Ouais. Donc, tous les pays n'auront pas beaucoup de marge de manœuvre pour accommoder cette situation. Après Covid, après la guerre en Ukraine, il n'y a plus de marge pour... subir les effets secondaires de ces crises. Sur le blocus américain du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire comment est-ce que vous comprenez les objectifs de ce blocus ? Sur quoi est-ce que ça peut déboucher ? Est-ce que ça peut emmener, l'ensemble du monde à se mobiliser pour libérer la circulation d'Ormuz ? Parce que derrière la question du pétrole, il y a un vrai sujet de liberté de circulation qui est prise très au sérieux par un certain nombre de pays dans le monde. J'ai écouté ce week-end une prise de parole du ministre des Affaires étrangères de Singapour. Ils ont le détroit de Malaga, le détroit de Singapour. Il y a plus de trafic maritime dans ces deux détroits que dans le seul détroit d'Ormuz. Et évidemment, ils sont très inquiets, ou en tout cas très attentifs à ce qui va se passer pour Ormuz. Difficile à discerner une vraie stratégie de la part de Trump. Et moi j'ai l'impression qu'il priorise des victoires plutôt tactiques qu'une stratégie cohérente. Et Trump et Vance, ils ont été élus sur la promesse de réduction de l'inflation, de ne pas mener des guerres. No wars, c'est ça. On a 4-5 mois avant les élections en novembre de mi-terme. Et pour moi, c'est un peu bizarre qu'on pense que c'est une stratégie nihiliste. Ouais. Bon, on verra effectivement. Pour l'instant, le taux d'approbation de Donald Trump dans les sondages est au plus bas, évidemment, à quelques mois de ces élections de mi-mandat. Le blocus, qu'est-ce que ça apporte au débat, si je puis dire, Valentine, et d'un point de vue de marché, j'entends.
C'est un conflit qui dure plus longtemps. Il faut dire que quand même, la semaine dernière, on avait un rebond de l'espoir d'une guerre courte. Donc, ça s'est immédiatement traduit sur les marchés par une baisse du prix du pétrole, des marchés actifs risqués qui ont performé, un recul des taux, en particulier des taux européens, et puis un dollar qui est aussi un peu moins fort. Donc là, on est reparti à nouveau dans ce scénario. Ce conflit va durer un peu plus. Et on voit que les points d'achoppement entre le gouvernement iranien et les États-Unis, c'est quand même des points sérieux, notamment sur l'uranium. Ça ne va pas du tout être évident à très court terme d'arriver à un accord. Et aussi sur ce passage, cette volonté de faire payer le passage dans le détroit d'Ormuz, qui créera un précédent. Et parce que faire payer sur un passage maritime international, normalement, c'est gratuit. On s'assied sur toutes les lois internationales qui régissent le trafic des mers, en l'occurrence. Ça inspirera d'autres pays pour pouvoir avoir une manne financière. Et globalement, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un pétrole qui va rester plus élevé plus longtemps. Et puis, avec ce risque quand même du coût du transport maritime qui peut être peut-être structurellement plus élevé qu'avant, ou du moins, il y a quand même plus de risques aujourd'hui. C'est beaucoup moins stable. Donc, en termes d'impact économique, c'est évidemment plus d'inflation, moins de croissance. Dans quelle proportion ? Quand on regarde les marchés obligataires, est-ce que c'est beaucoup plus d'inflation, un peu moins de croissance? Est-ce que c'est un peu plus d'inflation, beaucoup moins de croissance? Comment ça s'équilibre? Alors pour l'instant, c'est plus d'inflation, moins de croissance, mais pas de récession. D'accord, ok. Et ça, c'est important. Et je pense qu'ils ne sont pas si détachés que des actifs risqués que ça, les marchés obligataires. Ils disent, il y a de l'inflation, les banques centrales vont monter leurs taux, mais on ne voit pas se dessiner de risque de récession aujourd'hui sur les marchés obligataires. On ne voit pas les investisseurs. Il n'y a qu'une toute petite baisse de taux, ou même à peine, qui est anticipée par la BCE dans un deuxième temps. Ouais. On n'a pas un vrai mouvement de dire « Oula, on se bascule dans un risque de récession ». Donc le marché considère que l'activité sera suffisamment résiliente pour permettre aux banques centrales d'aller monter les taux. D'aller monter les taux et n'est pas sur un risque de récession. Je dirais pour l'instant, on est globalement sur le scénario central de la BCE, voire on se rapproche un peu du scénario adverse entre les deux. On est entre les deux. C'est le minimum, impact minimum. Mais je rappelle, il y a un autre scénario qui est le scénario sévère, dans la gradation de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Centrale, adverse et sévère. Centrale, adverse et sévère. Donc pour l'instant, c'est l'impact sur l'inflation, mais plutôt l'inflation totale, avec une diffusion limitée de cette hausse des prix de l'énergie au reste de l'économie. Donc très peu de hausse sur l'inflation que l'on dit corps. Et donc, avec des banques centrales qui ont besoin de monter leurs taux, mais de façon modérée, sans attaquer la croissance, sans basculer sur un scénario de récession. Mais on se rapproche, pour moi, plus le conflit dure, plus on se rapproche évidemment de ce scénario adverse. Ouais. Mais ce n'est pas encore, pour moi, le scénario central du marché. On le voit sur les marchés actions, on le voit sur les marchés du crédit qui tiennent bien. C'est pas encore, on n'est pas en train de se dire, là, on bascule dans un scénario de récession. Ouais, c'est pas encore le point de bascule. On n'y est pas. Julien, comment vous regardez la situation? Et puis, je veux bien qu'on dise un mot des cycles que vous étudiez. Ça fait partie de votre ADN, si je puis dire, Julien. Et je sais que depuis le choc Covid et la crise ukrainienne, notamment, depuis la première vague d'inflation, vous nous avez toujours alerté sur l'idée que, dans l'histoire, les pics d'inflation n'étaient jamais isolés. Que très souvent, il y avait une deuxième vague d'inflation qui suivait assez rapidement d'ailleurs après le premier pic d'inflation. On est dans cette histoire-là, j'imagine. Oui, c'est un malheureux chercheur russe, un scientifique russe qui est mort en 1936 dans les goulags, qui avait découvert ça en observant la variation des prix alimentaires en Angleterre puis aux États-Unis. Il avait donc ce qu'on a convenu après comme 4 cycles derrière lui. C'est Schumpeter qui a mis ce travail en valeur. Donc c'est un cycle d'environ 55 à 57 ans qui se base, qui ne traite que des prix. Donc ce n'est pas l'activité économique, ce n'est pas la valeur de la bourse, c'est les prix qu'il a pu constater. Donc on va dire que ce sont des prix plutôt à la consommation qu'à la production. Et donc tous les 55-57 ans, on a une phase d'inflation extraordinairement basse pendant une période très longue. Et puis tous les 55-57 ans, en miroir, on a une période d'inflation élevée sous forme de pic avec un S, puisque 2 pics surgissent à chaque fois et sont espacés de 4 à 7 ans. Ouais. Voilà, donc on a un premier pic en 2022-2023, selon le type d'inflation qu'on va regarder. Et là, on est en 2026, donc on rentre dans la zone et on est probablement en train de construire ce deuxième pic d'inflation.
Alors après, si vous voulez que je reste dans les cycles, avec plaisir. Je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit là-dessus. Si l'histoire est un guide, parfois, ça peut toujours être utile. Je peux vous prendre un exemple. Quand Trump a été élu, j'étais sur ce plateau avec vos invités. Je disais que Trump était une catastrophe pour tout le monde. L'économie américaine en premier, mais pour tout le monde, je n'avais rien de visionnaire, rien du tout. Et évidemment, je faisais peut-être partie des gens qui n'appréciaient pas trop le personnage, mais je ne fondais pas mon observation là-dessus, mais sur le cycle géopolitique. Donc, il y a un deuxième élément, qui est, comme dirait Brodel, encore une structure supérieure, qui est un cycle d'environ 110 ans, qui a été découvert par des chercheurs américains, et dont ils sont certains, on va dire, à partir de la Renaissance. C'est que pendant une période de 30 ou 40 ans, depuis la Renaissance, il y a une entité économique qui est dominante du point de vue technologique, militaire, culturel et monétaire. Parfois seulement 3 des 4 paramètres sont. Donc ça a été successivement Portugal, Pays-Bas, 2 fois le Royaume-Uni, puis les États-Unis. Pour qu'ils soient dominants, ces gens-là, il faut que leur modèle ait été retenu comme le modèle global du monde standard développé. Voilà. Et pour arriver à ça, c'est toujours une situation de conflit qui aboutit à la définition d'un leader. Et la foule politique a besoin d'un leader à suivre. Parce que derrière le chaos qui est une guerre, il faut trouver une solution. Et la solution, c'est le leader. Le leader, une fois qu'il est leader, il dépense de plus en plus d'argent pour défendre sa situation. Et à la fin, il s'épuise. Donc il se retire et le conflit réapparaît. Donc cette chose-là, elle est ultra documentée. Et pourquoi je vous parlais de ça quand Trump a été élu, c'est quand on est dans la période de déconstruction, on a systématiquement, d'ailleurs ça porte bien son nom, c'est déconcentration ou déconstruction. On casse tout pour que autre chose émerge, puisque le système est arrivé à son terme, il ne peut pas aller plus loin. Donc quand je vois des Trump, quand je vois le Brexit, j'étais... on a parlé de ça en 2016 avec vous déjà, bien sûr. En 2016, je vois Trump et que je vois Trump revenir. Tout ça procède de la même logique à chaque fois. Des casseurs. Ce sont des casseurs. Des vendeurs. Intéressant, parce que tel que vous racontez l'histoire, toute coïncidence avec ce qui se passe aujourd'hui n'est pas fortuit. C'est vraiment... J'ai voulu parler de ça, et je termine juste sur ce point, j'ai voulu parler de ça pour dire que le cycle de Kondratiev est tout à fait inscrit. Alors, les chercheurs qui ont trouvé ce cycle n'ont pas travaillé sur le cycle de Kondratiev, mais d'autres personnes après l'ont fait. On rejoint les deux, parce qu'en fait, les cycles de Kondratiev, et notamment l'un des deux, se situent pendant la période du conflit global. Donc le dernier conflit global, c'est 1910-1920. Le précédent, c'est les guerres napoléoniennes. Je peux remonter encore. Oui. Non, mais... vous parlez de livre Fourth Wave ou non? C'est un livre américain Non, les deux travaux ont été reconnus académiquement. C'est Georges Modelski et Joshua Goldstein. Ils ont écrit à 1 an d'intervalle, sans se connaître, 2 livres différents, avec 2 sources différentes. Je partage de votre enthousiasme pour la littérature et j'ai la même conclusion, moi, par un chemin différent. C'est que c'était mondialisation qui a tué l'inflation et, comme vous l'avez dit, Trump et Boris Johnson, ce sont des casseurs, ils ont vandalisé la mondialisation. Et maintenant, nous aurions une inflation importante. On pourra en parler longtemps, mais quand je définis ces personnages, que je dis qu'ils cassent, je ne centre pas ce que je dis sur l'identité personnelle. Non, sur la volonté des peuples qui les portent au pouvoir. Et vous avez raison. C'est pour ça que je fais basculer le modèle, quoi. Exactement. Sans trop savoir lequel et vers quoi, etc. Il y a besoin de quelqu'un, quelqu'une. Toujours intéressant quand même cette mise en perspective, je trouve, grâce à vous, Julien. Alors, si on poursuit cette discussion, Mike, et si on revient aux banques centrales, comment vous comprenez, parce que le marché est convaincu que la situation va appeler une réponse de politique monétaire, notamment en Europe, de la part de la Banque centrale européenne. La réponse attendue de la Fed étant qu'elle ne fasse plus rien pour l'instant, quand on imaginait qu'elle pouvait encore baisser un peu ses taux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les prochaines réunions de Banque centrale arrivent d'ici 2 semaines maintenant. Oui, en parlant de l'histoire, je pense à l'erreur de Jean-Claude Trichet, je pense que c'était en 2006. Juillet 2008, Mike. Juillet 2008, bien sûr. Et je rappelle, suivi également de 2 hausses de taux, juillet et septembre 2011. Il n'y a pas eu que 2008, mais il y a eu 2011 aussi. Parce qu'il y avait le prix de pétrole est monté et Trichet et ses collègues, ils ont riposté, ils ont élevé les taux d'entrée et ils ont peut-être assisté à la provocation de la crise financière. Moi, franchement, personnellement, je pense que ça sera une erreur d'élever les taux d'entrée. Je pense que nous subissons
des prix élevés, mais pas les attentes. Je comprends. Il n'y a pas de décentrage, des anticipations d'inflation. Et derrière ce hausse des prix, il y a un risque comme vous l'avez dit, une récession. Donc, à mon avis, ce sera prudent de rien faire. Dans le monde actuel, il n'y a pas de risque de voir ce type d'inflation, ce choc d'offres sur le pétrole se diffuser au reste de l'économie. L'économie, depuis le Covid, a changé. Les mécanismes de transmission des hausses de prix sont encore présents d'une certaine manière, Mike. Et j'entends tout ce qu'on peut dire de la part, au sujet de la Banque Centrale Européenne et qu'elle ferait une erreur en montant ses taux, mais dans une position de gestion du risque, j'essaye de me mettre à sa place. Mais ça se diffuse dans comme une choc négative, un choc de l'appétit pour le risque. On voit ça dans la bourse. Moi, tous les sociétés, les entreprises dont je parle, se sont devenues plus risk-averse après cette choc. Donc, à mon avis, c'est une tendance négative sur l'activité et tout ça. Il n'y aura pas de volonté des entreprises de transmettre pleinement les hausses de coûts dans les prix. Le pricing power ne sera pas aussi important que pendant la période post-Covid, notamment. Je pense qu'ils sachent que leurs consommateurs n'ont plus d'appétit pour ça, comme je vous ai fréquenté pour les Irlandais, bien sûr. Par exemple. Là, il n'y a pas de pouvoir de négociation de la part des entreprises pour monter les prix. Bon. D'accord avec ce constat, Valentine. On avancera, enfin, on découvrira tout ça aussi en marchant. Mais je partage le marché sur 3 hausses. C'est quand même, je trouve que c'est beaucoup. Nous, on est sur une BCE qui maintient ses taux inchangés, mais il y aura peut-être quand même une hausse de précaution. Qu'on vendra comment alors ? Une assurance, la précaution. Après, l'action de la BCE elle va dépendre pour moi de 3 choses. Déjà, la trajectoire des prix du pétrole. Pour l'instant, on est quand même sur des prix du pétrole qui restent élevés et on n'a pas vu les prix du pétrole reculer. Donc, plus les prix du pétrole resteront élevés plus longtemps, plus ce risque d'avoir une BCE ou monter ses taux est présent. Après, il y a les anticipations d'inflation à moyen terme. Pour l'instant, les acteurs économiques restent persuadés, sont convaincus que l'inflation restera à 2% à moyen terme, que ce soit aux États-Unis, en zone euro. Le marché, d'une certaine façon, a fait le job de la BCE en anticipant des hausses de taux et en maintenant ancrer les anticipations d'inflation à moyen terme. Les banques centrales aujourd'hui sont crédibles dans leur rôle. Le premier job d'une banque centrale, que ce soit celle de la Fed, même si elle a un double mandat, ou la BCE, c'est de maintenir ancrées les anticipations d'inflation à moyen terme. S'il y a le moindre tension à la hausse sur les anticipations d'inflation à moyen terme, les banques centrales doivent monter leur taux. C'est leur job. Et puis après, évidemment, cette diffusion des hausses des prix de l'énergie au reste de l'économie, et là, je partage ce point de vue, on n'est plus du tout dans le même contexte que 2022. 2022, post-Covid, il y avait de l'épargne, les ménages avaient accumulé beaucoup d'épargne, il y avait une politique budgétaire qui était quand même beaucoup plus... qui soutenait. On n'avait pas eu de choc sur les mêmes niveaux d'inflation. On n'était pas sur les mêmes niveaux de taux. Non, honnêtement, c'était une toute autre histoire. Donc maintenant, on voit quand même que la capacité, et ça se voit en bottom-up, mais ça se voit en top-down, des entreprises à répercuter les hausses du coût de l'énergie sont pas aussi fortes que ça. Beaucoup plus limitées qu'avant. Beaucoup plus limitées que post-Covid. Et le choc sur les prix de l'énergie, pour moi, est différent. Pendant la crise, avec l'entrée de la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe a perdu directement son accès au gaz russe. C'est vrai. Et ça a entraîné des changements structurels, réorganisation de l'énergie sur le gaz en Europe. Là, il y a toujours un espoir. On est dans l'attente de la réouverture d'Ormuz. On est dans l'attente d'un retour à la normale. Alors on se dit, ça va prendre un peu plus de temps, mais on voit, on est toujours dans cette philosophie qu'il va y avoir un retour à la normale. Et donc, pour moi, ce qui aussi peut changer ce comportement des banques centrales, c'est si on a une destruction des infrastructures. Alors, la probabilité de ce scénario de risque, des destructions, des infrastructures massives, il y a eu des destructions d'infrastructures. Il y en a, vraiment, je comprends. Qui retardent de façon très, très significative un retour à la normale. Voilà, donc là, ça nous ferait changer de scénario. Donc, pour moi... Voilà, je pense que les banques centrales, pour l'instant, les marchés ont fait le job, ce qui permet de maintenir ancrer les anticipations d'inflation à moyen terme. Je pense que les banques centrales vont continuer d'en jouer. Elles ne vont pas avoir un discours très dovish, mais elles vont être quand même prudentes dans les hausses de taux, parce qu'il y a quand même aujourd'hui, le vrai risque pour moi, c'est un resserrement des conditions de financement, notamment avec ces hausses de taux.
Et ça Bien nous sûr. ferait basculer notre scénario de croissance. Et attention, dans les 2 scénarios de risque de la BCE, elle l'a bien précisé à la fin, il n'y a pas de hausse de taux dans ces scénarios-là. Il n'y a pas l'impact de resserrement des conditions de financement sur la croissance. Ouais. Donc on basculerait vraiment... Ouais. Ça peut être la double peine. Ah, ce sera la double peine. Les prix de l'énergie et les hausses de taux et l'impact sur les conditions de financement. Donc, et une pour l'instant, capacité à financer tous les investissements qu'on a besoin de faire qui sera sans doute amoindrie, effectivement. Julien, du point de vue du marché, là, alors c'est vrai que la semaine dernière a vu un espèce de retour assez violent d'appétit pour le risque. Comment vous avez analysé cette séquence ? Est-ce qu'il y a un début de retour d'optimisme ? Est-ce qu'on peut le dire ainsi, avec l'idée que le pic du conflit actuel dans le Golfe est passé et qu'on peut reprendre alors une activité normale sur les marchés, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qu'on peut se focaliser à nouveau, peut-être par exemple sur les résultats d'entreprise, qui ont tout pour être encore très bons sur ce premier trimestre. Et donc refaire des sommets, j'entends. Oui, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, je suis pas du tout, je n'ai pas plus de boule de cristal que personne. Quand le phénomène qu'on voit, le deuxième pic d'inflation se met en place, on parlait là des banques centrales, et j'entendais Mike qui parlait de Trichet. Je vais faire un mini point comportemental quand même. Bien sûr. Si on lit le livre de Galbraith qui s'appelle L'argent, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment très rigolo. Alors, c'est de la politique monétaire, donc quand je dis que c'est rigolo, ne prenez pas ça au bon, si, ça me fait rire. C'est quand même très rigolo. Il arrive à nous montrer sur 150 ans d'observation de banques centrales qui font, en général, jamais un truc bien. Mais jamais. Il n'y a que des coups à prendre. C'est un job, il n'y a que des coups à prendre. Et en fait, on est tous captivés par ça parce qu'il y a le mythe du sauveur. Même on l'a encore vu récemment. Powell monte les taux, on dit l'inflation baisse, c'est extraordinaire. Mais l'inflation, elle baisse le jour où il commence à monter ses taux. Donc ça n'a rien à voir avec l'effet d'une hausse de taux. Non mais on le construit, oui. On est ravis. Donc ce qui se passe en ce moment, pour essayer de répondre quand même un petit peu à la question, c'est que on a tout un ensemble de choses qui sont mais monstrueuses. Je pèse mes mots. Les banques centrales ne peuvent rien faire, absolument rien dans la situation actuelle. Les gouvernements ne peuvent rien faire. Et les prix du pétrole, s'ils veulent rester à 150 ou monter à 400, on ne peut rien faire. Donc, la capacité qu'ont les marchés obligataires à aujourd'hui tenir bon, je la trouve remarquable. Mais tant mieux, tant mieux. Hein, je dis tant mieux. Que les marchés actions n'intègrent pas le niveau des taux obligataires, comme c'est le cas depuis 3 ans, au travers de la hausse des PER, etc., ça me laisse toujours un petit peu. Mais pourquoi pas ? Il y a des flux, on est optimiste, il va se passer des choses, l'IA... Volontiers. Pourquoi ? Encore une fois, je ne connais pas l'avenir. Ça me laisse un peu songeur. Mais là, on est sur un schéma où l'économie américaine, pour moi, elle est rentrée cycliquement en récession. Et le conflit, ça j'en avais parlé en décembre, et le conflit qu'on rajoute maintenant, qui va toucher l'Asie en premier, l'Europe aussi, là, les problèmes d'énergie. Mais c'est évident que ça va mal se passer. C'est juste évident. Après, si on veut espérer un retour... C'est-à-dire qu'après des années de résilience, ça a été quand même le sujet, avec des crises depuis 2020 qui sont de plus en plus fréquentes, qui s'accumulent. On n'a jamais eu cette grande récession, on n'a jamais eu cette grande purge de marché. Ouais. Et les entreprises arrivent à nous sortir, là sur le trimestre encore aux États-Unis, peut-être des résultats les meilleurs de leur histoire. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un biais assez naturel à se dire, en fait, à chaque fois, j'imagine le pire, et en fait, le pire n'arrive jamais. Si on veut, moi, je ne suis pas porteur de ce message en ce qui me concerne. Là, je dis juste que ce contexte, globalement, est quand même plus que préoccupant. Il est catastrophique. Oui. Non, mais quand je dis le pire des marchés, du point de vue du marché. La réalité, c'est ça. Après, dans le comportement d'investisseurs, qu'on fasse là un rebond de 3 mois, 6 mois, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, pourquoi pas ? Mais s'il se produit ce rebond, il n'a pour moi aucun intérêt du point de vue de l'allocation. Et si vous me dites, tout peut très très bien aller en fin d'année, nous sommes sur des nouveaux records historiques, je dis ok, l'analyse que j'ai faite du contexte n'était pas la bonne. Je dis d'accord, mais je ne peux pas, compte tenu de l'analyse que je fais, je ne peux pas dire le rebond est fondé, il est structuré, etc. Il n'y a rien. À l'inverse, les points bas qu'on a vus en mars, c'est des points bas qu'on peut très facilement aller revisiter, voire beaucoup plus bas. Julien, dans votre esprit, Alain Je disais les taux, l'économie. J'ai parlé rapidement mais vous en avez parlé en introduction, du détroit d'Ormuz, mais ça fait 10 ans qu'on le sait, hein, ce sujet du détroit d'Ormuz. On le sait tous. Ça fait 20 ans que j'en entends parler. Sauf que là, il est concret.
Et si ce problème, il est encore là dans 3 mois, je crois qu'on ne se représente pas le niveau des économies et des entreprises. C'est non linéaire. Non linéaire. Donc on peut dire aujourd'hui, vu que ça, on n'est pas dans 3 mois, et compte tenu du fait qu'on n'est pas très certain que ça se passe, on va garder un niveau de probabilité qui est que... Et donc, pourquoi pas faire un rebond? Peut-être ça va être alimenté par un apaisement temporaire. Mais la Chine, maintenant qu'on l'a provoqué, parce que c'est ce qui s'est passé, ce qu'a fait la Chine, ce qu'a fait les États-Unis au Venezuela, et maintenant en Iran, c'est une provocation directe. Enfin, moi, je le vois pas différent. Ouais, bon, ok. En tout cas, oui, non, mais bien sûr. Le pétrole chinois, c'est une manière de mettre... Oui. De verrouiller l'accès aux ressources. Les Iraniens qui doivent survivre, ça, c'est tous les plateaux de télévision vous le disent, qu'ils doivent survivre, etc., donc ils vont pas lâcher le morceau. La Russie, c'est parfait pour elle, tout ce qui se passe. Je vois pas comment ça va se solutionner. Bon. Voilà, donc, mon avis, s'il y a un rebond parce qu'on est survendu, que les gens sont pessimistes, que les trucs, et que les flux rentrent, parce qu'il y a des niveaux d'épargne qui permettent que des flux rentrent, très bien. Moi, m'intéresse. Mais ça ne changera pas la situation réelle telle que vous la voyez. On est loin du compte. Ouais. Très loin du compte. Mike, le risque macro, là, il a forcément augmenté, j'imagine, depuis cette nouvelle crise et cette guerre dans le Golfe, pour dire les choses. Qui a le plus à perdre? Ou est-ce que le risque macro vous paraît le plus important aujourd'hui? Est-ce que l'économie américaine peut être passablement fragilisée par Oui, pour rattraper le commentaire de Julien, je pense que nous sommes sur une séparation des réalités, des mondes. Dans la bourse, les investisseurs sont plutôt résilients, optimistes sur buy the dip. On achète la croissance future, bien sûr. Mais dans la géopolitique et dans l'économie, nous sommes sur une accumulation des risques. Après la guerre commerciale de l'année dernière, Trump, maintenant, il impose des coûts sur les pays asiatiques, sur l'Europe. Nous sommes aussi dans le contexte d'un monde endetté. Moi, sur l'économie, je suis assez, je dirais pas optimiste pour jusqu'à 2028, mais il faut à un moment, comme vous l'avez dit, une chute, une vraie... On n'a plus ces phénomènes de récession. C'est ça, oui, pour remettre l'ordre économique. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un risque quand même qui grandit au fur et à mesure, Mike. Ça grandit parce qu'il y a une accumulation. On a l'impression que c'est un risque qui n'existe plus, en fait. Oui, ça n'existe plus dans les générations plus jeunes, pas peut-être chez nous, mais parce qu'il y a, pour un jeune investisseur de 30 ans, elle n'a jamais vu une récession ou une vraie crise économique. Donc, c'est pas dans le paramètre des jeunes gens. Ouais. Et du coup, vous regardez les marchés comme étant assez, les actifs risqués, les actions étant assez déconnectés de cette histoire économique-là. Les marchés sont vraiment déconnectés de la vie réelle des gens, de l'économie et aussi de la géopolitique. Ouais. Et dans la géopolitique, nous sommes dans un monde qui est en train de se déchirer dans des camps. Pourtant, on va le voir avec les résultats d'entreprise, Mike. On va voir que la tech américaine peut voir des bénéfices progresser encore de 30, 40, 50% peut-être cette année. On va voir un secteur comme le oil and gas qui va forcément voir ses bénéfices progresser, etc., etc. Peut-être que le secteur bancaire aussi est encore en bonne position pour faire croître ses profits et ses bénéfices tout au long de cette année 2026, quelle que soit la situation d'Ormuz, j'allais dire, dans 2 ou 3 semaines. Mike. Ça, c'est quand même une réalité aussi pour les investisseurs boursiers. C'est ça. Et pour moi, le vrai scrutin, un vrai test, ce sera les résultats des magas d'Amazon, Google, et de voir ou comprendre comment ils gèrent le flux de IA sur leur modèle économique. Et on voit, par exemple, avec le modèle Mythos de Claude, ça pourrait déchirer... de l'industrie de la cybersécurité, c'est ça. Donc tout ce qu'on vivait avant le conflit, donc ce qu'on a appelé le SaaSpocalypse ou SaaSmageddon, etc., cette crise du logiciel, est-ce que l'IA crée de la valeur ou en détruit avant tout? Ce débat-là dans le marché, cette discussion, elle n'est pas finie. Elle n'est pas terminée. Pas du tout finie. Pas du tout. Bon.
verra, les résultats des magas, c'est encore dans quelques temps. Pour l'instant, on va avoir les banques et le luxe, notamment sur la situation de marché aussi. Valentine, peut-être qu'on peut dire un mot des résultats de l'élection en Hongrie. Donc, c'est quand même un changement assez profond de pouvoir, puisque 16 ans de régime Orban, Pauline le disait tout à l'heure dans son point bourse, peut-être que depuis la chute du mur, on n'a pas vu un basculement aussi important de régime dans un pays d'Europe centrale et de l'Est, en l'occurrence. Pour la Hongrie, évidemment, ça veut dire quelque chose de manière très immédiate. Fort, oui. Pour l'Europe, comme animal économique, animal politique, et donc pour les investisseurs. Je pense que les investisseurs aujourd'hui sont très très focalisés sur le conflit au Moyen-Orient. Ouais, mais quand même, je trouve que la Hongrie a une bonne place aussi dans l'actualité quand même ce lundi. La Hongrie, oui, elle a une place, mais bon, je pense que le conflit, les annonces et les tweets de Trump ont beaucoup plus d'impact. Mais on va devoir avancer. Je trouve, moi, une des conséquences de ce conflit et de ce qu'on voit en Europe, c'est d'avancer vers plus d'Europe et très très rapidement, notamment sur l'énergie et sur la défense. Donc toutes les bonnes nouvelles qui vont, il faut quand même prendre les bonnes nouvelles, hein, quand il y en a, qui vont dans le sens où on peut avoir un peu plus d'Europe, c'est une bonne chose. J'ai bien peur que, vu le rôle qu'a joué l'Europe dans ce conflit, que Trump se désengage un peu plus de l'OTAN ou réclame plus de dépenses de défense de la part des pays européens. Et on voit quand même qu'il y a certains pays européens, bon pas tous quand même, parce que on a quand même une marge de manœuvre budgétaire, je dirais en Europe un peu plus qu'aux États-Unis, donc des pays comme l'Allemagne, tous les. Ah bah l'Allemagne, pays, il y a quand même certains pays qui ont quand même de la marge de manœuvre budgétaire, d'autres moins. Mais bon, si tous les pays de la zone euro doivent réaugmenter leurs dépenses sur la défense, ça peut quand même mettre des grosses pressions. Vous dites là moi je resterai le montant d'investissement et de dépenses nécessaires, il n'est pas encore au niveau. On n'y est pas. Et puis certains pays ont très peu, des pays comme l'Italie ou la France ou l'Espagne n'en a aucune envie. L'Italie, on a l'impression qu'on sort un peu du mirage Next Gen EU, et on voit d'ailleurs Giorgia Meloni qui est tout de suite friande de demander à suspendre les règles européennes. Mais non, mais oui, mais parce que ils ont les effets du plan européen se dissipent au moment où les tensions reprennent. Et moi, sur ce risque macro ce risque macro aujourd'hui, moi je partage quand même ce point de vue qu'il y a une partie de l'économie américaine aujourd'hui qui est en récession. Les ménages les moins aisés, les petites entreprises qui subissent les taux courts, l'immobilier résidentiel aux États-Unis totalement à l'arrêt. On voit aussi que l'immobilier en Europe... Or, IA Data Center, vous dites qu'il y a une bonne partie de l'économie américaine qui est plus au niveau. Effet richesse, consommation des ménages les plus riches, et puis les investissements dans l'IA de 5 entreprises. On voit qu'il y a une partie de l'économie américaine aujourd'hui qui fait face à des conditions de financement qui sont difficiles. On voit qu'en Europe, on a du mal à voir ce rebond sur le marché de l'immobilier. On voit que l'immobilier est quand même en difficulté. Donc pour moi, une des conséquences de cette crise, c'est qu'on ne va pas pouvoir baisser les taux, ou on va les monter, ou on va reporter les baisses. Donc attention à l'impact de ce resserrement sur les conditions de financement sur les économies. Le crédit nous dit quoi par rapport à ça, Valentine ? J'ai pas l'impression que le crédit nous alerte de grand-chose. Non, le crédit, on est sur un scénario central qui tient. Après, les entreprises sur le crédit sont extrêmement résilientes. Je suis impressionné de la résilience de ces grandes entreprises qui font face au choc Covid, les droits de douane, les hausses des prix de gaz. Elles ont bâti des modèles économiques très résilients. Depuis le Covid, elles sont extrêmement prudentes dans la gestion de leur bilan. On voit qu'elles se désendettent. Elles ont bénéficié jusqu'à présent de marchés primaires très dynamiques, d'une très forte demande des investisseurs. Il n'y a pas de mur de dette à refinancer comme en 2008. Elles ont vraiment échelonné leur refinancement. Jusqu'à présent, on a eu un marché primaire peut-être un peu plus chaotique ces derniers jours, mais bon an, mal an, qui est resté ouvert pour les émetteurs. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, elles ont vraiment des bons fondamentaux. Alors, certes, les spreads sont un peu serrés, mais on a les rendements qui sont plus attractifs. On voit les rendements sur l'IG, qu'on remonte sur l'index. Ça, c'est un peu... Et on voit qu'il y a une partie des investisseurs qui sont des investisseurs de rendement, les fonds de pension, les assureurs. Et donc, tout de suite, on revient. Qui reviennent. Parce que même s'il y a peut-être du ralentissement, ils se disent ces entreprises-là, elles vont bien tenir, donc ils reviennent. Comment on réfléchit à la construction d'une allocation d'actifs sur des horizons de temps un peu stratégiques, là, Julien, justement, dans cet environnement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Depuis décembre, où j'en avais parlé dans votre émission, je ne fais rien.
Et en fait, je ne voudrais pas être impoli, mais je vais rien. Enfin, j'ai pas Ouais, autre chose. il n'y a rien de plus à faire que rien. Voilà. Dans le portefeuille le plus dynamique, il y a 20% d'actions. Et ces actions sont composées uniquement de ressources de base et de pétrole. D'accord. Non, mais c'est bien, ça pose au moins le... Et le reste, c'est quasiment que du cash. D'accord. Alors, je vous ai fait le plus dynamique, je peux faire le sécuritaire si vous n'avez pas ça. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Et je suis désolé d'être très court, mais je vois aucune raison de changer. Ça, c'est un peu lié à ce que j'ai dit avant. Ouais. Je pense qu'on est très très loin du compte. Et toujours pas envie d'avoir plus que nécessaire des taux ou de l'obligataire ou de la duration dans un portefeuille aujourd'hui. Non. C'est-à-dire acheter pour le dollar ou acheter la dette, là, les obligations, acheter de la dette. Acheter de la dette dans un monde qui a besoin de tellement d'argent en plus pour faire tellement de choses en plus. C'est que du 5% sur du 30 ans, ça peut quand même se regarder. Je sais pas, quand on est assureur, il y a des taux réels positifs. Quand on veut verrouiller quand même du rendement sur la durée, il y a peut-être quand même des moments où ça peut être intéressant. Et je vais revenir très vite fait sur le cycle de l'inflation. 73, géopolitique, premier pic d'inflation. Ça passe dans les entreprises, ça passe dans les ménages. 79, géopolitique à nouveau. Second pic d'inflation. Thatcher, Reagan. On n'a pas de pétrole, mais on a les idées. Il se passe des choses extrêmement fortes. Donc c'est ça qui est devant nous. Alors là-dedans, prendre des décisions stratégiques. On prend. Parce que votre question, c'est stratégie. Moi, j'en ai pas. Hein. C'est le bon moment de vendre le dollar, de se débarrasser du dollar. Chaque fois, je sors mon joker. Je n'ai jamais su ce qu'il fallait réellement penser du dollar. Le fond de ma pensée, c'est de suivre le cycle de 110-120 ans. C'est la disparition de la monnaie qui a dominé. La disparition. Sa perte de valeur relative aux autres monnaies. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour le sterling 2 fois, pour le florin avant. Donc, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Mike, du dollar, là, justement qui a retrouvé en partie son statut de refuge, même si pendant la crise du Golfe, le dollar n'a pas explosé de 10% à la hausse. Nous lisons les mêmes livres. Galbraith, Barry Eichengreen aussi, l'économiste américain. Et pour moi, nous sommes au début de la chute de l'Empire, la chute, lente chute de l'Empire américain. Donc court terme, je suis plutôt pessimiste pour le dollar. Réservé sur effectivement une poursuite de la réappréciation du dollar. Et on a vu, dès que le cessez-le-feu a été décrété, l'euro-dollar, comme une flèche, est reparti à 1,17. Ça n'a pas duré très très longtemps. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mike O'Sullivan, chef économiste de Moonfair, Valentine Hénouz, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Investment Institute, et Julien Nebenzal, le président de eToro Patrimoine.